Mesdames et messieurs les présidents d'université, mesdames et messieurs les doyens, mesdames et messieurs les directeurs centraux, monsieur le président du Conseil de l'Ordre, et mesdames et messieurs les professeurs, et je n'oublie pas le consul de France, que je salue. Mesdames et messieurs, honorables participants et chers amis, pour un grand nombre d'entre vous, je me permets, avant que ce qui revient, le véritable mérite de l'organisation et les organisateurs eux-mêmes ne le fassent, je voudrais vous remercier d'honorer de votre présence ce premier forum africain de la santé qui accueille une conférence, qui va accueillir une conférence exceptionnelle du prix Nobel de la santé, le professeur Françoise Barré-Sinoussi. J'aurai le plaisir, en qualité de directeur de la rédaction d'Acteurs Publics, d'animer nos débats. Enfin, nous allons co-animer ces débats. Et je voudrais ici exprimer ma reconnaissance à la Fondation Cheikh Zayed et à son président, M. Mounir Majidi, qui a fait le choix de notre publication pour être partenaire de cette prestigieuse manifestation, qu'il en soit très, très sincèrement remercié. De la même façon, et là je vais parler en votre nom et en celui de ma rédaction, permettez-moi de remercier tous ceux qui se sont associés pour contribuer à la réussite de cet événement. Bien entendu, l'Université internationale Aboul Kassis des sciences et de la santé, mais, je viens d'en parler, la Fondation Cheikh Zayed, sous l'égide de laquelle est placée cette journée, organisée, je vous le rappelle, en partenariat avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Et je n'oublie pas, à l'heure des remerciements, de remercier l'hôpital Cheikh Zayed qui nous accueille. Je voudrais exprimer tout d'abord le plaisir que j'éprouve de participer avec vous au premier forum africain de la santé sur le thème du sida, organisé par la Fondation Cheikh Zayed, l'hôpital Cheikh Zayed, l'Université internationale Aboul Kassis des sciences de la santé, et aussi montrer la volonté de l'Académie Hassan II des sciences et techniques d'encourager, comme vous venez de le rappeler, encourager, promouvoir la recherche scientifique et technique dans le domaine, entre autres, de la santé. Je remercie le président de la Fondation Cheikh Zayed, M. Mohamed Mounir Majidi, secrétaire particulier de Sa Majesté. Je remercie aussi le professeur Amin Hassani, directeur de l'hôpital Cheikh Zayed, pour leur invitation, et je félicite les organisateurs pour le choix du thème de cette journée, qui est amplement justifié par l'importance de la place qu'occupe aujourd'hui la lutte contre le sida en Afrique. Cette journée est une excellente opportunité permettant de discuter des résultats récents de la recherche médicale dans la lutte contre le sida en Afrique et également de débattre des potentialités que cette recherche offre comme levier de développement à tous les pays africains touchés par cette terrible maladie virale. L'objectif de cette journée me paraît particulièrement intéressant dans la mesure où les intervenants mettront l'accent sur l'importance de la coopération continentale et internationale et sur les tendances de la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre le sida, et en particulier les axes porteurs qui concernent spécifiquement la recherche médicale pour éradiquer cette épidémie. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que notre continent est confronté à des défis immenses. Ces retards et ces déficits continuent à le placer dans une position inconfortable face à la vitesse des mutations internationale, à l'âpreté de la compétitivité sur le marché global et aux enjeux du futur. Si elle se joue sur plusieurs fronts, la bataille du développement et de l'intégration dans l'ordre mondial du futur se jouera certainement d'abord sur les terrains de la formation des ressources humaines, de la maîtrise des connaissances, des sciences et des technologies. C'est dans la domestication du savoir et dans la maîtrise des technologies d'aujourd'hui et du futur que pourront être trouvées les réponses les meilleures et les plus rapides à bien des défis qui interpellent notre continent. Ceux du sous-développement, du surendettement, du surpeuplement,
de l'improductivité, de la pauvreté, du stress hydrique, de la désertification, de la sauvegarde de l'environnement, de la malnutrition, ou encore et surtout des maladies virales et endémiques. La part de notre continent dans le progrès de la science et des technologies modernes est à la mesure de ces rythmes de développement économique et social, avec 0,3% de la production scientifique mondiale, la recherche scientifique africaine reste aujourd'hui encore bien absente du paysage scientifique international. Les pays de l'Union européenne, à titre d'exemple, représentent 27% de la production scientifique mondiale. Les États-Unis, un peu autant, peut-être un peu moins, 24-25, et les pays asiatiques, Inde, Chine, Japon, un peu autant. Cette absence, qu'expliquent de nombreux facteurs, ne saurait durer sans mettre en péril l'avenir du continent africain et élargir davantage la fracture qui le sépare de l'hémisphère nord, particulièrement à l'ombre des nouvelles réalités de la mondialisation. Mesdames, Messieurs, placés sous la protection tutélaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, l'Académie Hassan II des sciences et techniques s'inscrit dans le cadre d'une forte conviction que, d'une part, la créativité scientifique et l'innovation technologique sont des facteurs fondamentaux dans le processus de développement social et de croissance économique des nations modernes, et que, par ailleurs, les activités de recherche scientifique sont à infléchir dans des directions utiles à l'homme et leurs applications techniques, à contenir dans les limites d'une éthique transcendante. Pour honorer cette conviction, la mission dévolue à l'Académie Hassan II des sciences et techniques par son fondateur, Feu Sa Majesté Hassan II, son texte date du 6 octobre 1993, le texte de loi qu'il a créé, et agréé par son protecteur, Sa Majesté Mohammed VI, est de promouvoir et de développer la recherche scientifique et technologique, de contribuer à la définition des orientations générales fondamentales du développement scientifique et technique national, émettre des recommandations sur les priorités en matière de recherche, de financer des programmes de recherche et de contribuer à l'intégration de la recherche scientifique et technique marocaine dans l'environnement socio-économique national et international. Parmi les thèmes des projets de recherche qu'elle soutient, ceux faisant appel à la recherche médicale occupent une place de choix. Parmi aussi les particularités de notre académie, et selon la volonté de son fondateur et de son protecteur, il y a autant de membres nationaux marocains que de membres étrangers. Parmi les membres étrangers, aujourd'hui, nous avons 2 prix Nobel, un Français, Serge Haroche, d'origine marocaine, puisqu'il est né à Casablanca. C'est un prix Nobel de physique, 2012, je crois. Il a quitté le Maroc lorsqu'il a intégré le lycée Lyoté à Casablanca. Et le professeur Tonegawa, immunologiste. Il y a aussi parmi les collègues français notre cher ami Claude Grisselli, Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et d'autres. L'Académie Hassan II des sciences et techniques, dans le cadre de ses missions telles que stipulées par le décret de sa création, en particulier dans le cadre des orientations qui lui ont été fixées, en particulier au moment de son installation le 18 mai 2006. À ce sujet, nous allons fêter et célébrer l'année prochaine le 10e anniversaire. Donc nous sommes tout jeunes quand on pense que l'Académie française va fêter l'année prochaine son 350e anniversaire. Elle continuera. Alors, l'orientation fixée par
par son fondateur, servir le pays, et on a fait notre devise, servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale. Elle continuera donc à prêter la plus grande attention à la recherche scientifique dans le domaine médical et de la santé. Elle est vraiment honorée aujourd'hui d'être associée à cet événement, à l'organisation de cette journée, qui contribuera, j'en suis sûr, à développer la coopération scientifique et surtout médicale entre la France, le Maroc et les pays africains. Merci pour cette mise en perspective de nos débats. Merci aussi pour avoir rappelé, et personne ne l'ignore ici, que la créativité scientifique est un facteur essentiel du développement de nos sociétés. Alors je vais appeler à la tribune le professeur Claude Griselli, qui est le président de l'association Imagine et spécialiste en immunologie. Je vais l'appeler pour qu'il introduise la conférence du professeur Françoise Barré-Sinoussi. Et je voudrais rappeler que le professeur Griselli, dans le champ du sida, a été dès 1984 parmi ceux qui ont identifié la transmission du VIH. Difficile de résumer la vie scientifique de Françoise Barré-Sinoussi, parce que si vous regardiez son curriculum vitae, vous avez 10 pages avec des centaines de publications, des centaines d'activités incroyables. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça pour toute une vie, et encore, elle a encore beaucoup de choses à faire dans le futur, j'en suis certain. À mon tour de la remercier vraiment très chaleureusement d'être parmi nous. Et moi, je la remercie au nom des étudiants de la toute jeune université. Parce que tout étudiant qui commence les Vénards des études de médecine aujourd'hui doit avoir une vision sur les fonctions qu'ils exerceront plus tard. Et la médecine aboutit à très nombreux métiers, très différents les uns des autres. Et autant le dire tout de suite, Françoise Barré-Sinoussi a fait tous les métiers de la médecine. Je crois que la Fondation Cheikh Zayed a très bien choisi l'orateur de la première conférence d'excellence dans sa toute jeune université. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les présidents, les doyens, mesdames, messieurs, chers collègues, chère Hakima, je suis ravi d'être à nouveau au Maroc et je vous remercie, monsieur le directeur, de m'avoir invité aujourd'hui. Moi, ce que j'ai pensé, c'est essayer de vous replacer dans le contexte de ces plusieurs décennies, plus de 3 décennies maintenant, de cette histoire du VIH-Sida qui nous a beaucoup marqués, tous, mais qui nous a beaucoup appris et pouvoir améliorer effectivement aujourd'hui la vie des personnes qui vivent avec le VIH, mais aussi qui nous a appris de nos faiblesses. Tout n'a pas été un succès et tout n'est pas encore un succès aujourd'hui. Et je pense que cette expérience peut servir de leçon à bien d'autres maladies émergentes, décidément. Bien d'autres maladies émergentes qui affectent malheureusement l'être humain. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière, Claude le disait, dans les années 70. Or, dans les années 70, en fait, on imaginait que le milieu du XXe siècle serait la fin des maladies infectieuses. Et j'ai choisi sur cette diapositive la phrase de Burnett en 1962 qui disait que probablement ce milieu du XXe siècle serait marqué par une grande évolution sociale dans l'histoire avec l'élimination des maladies infectieuses.
En fait, c'était tout à fait normal de penser cela à cette époque, avec, au début des années 40, la découverte de la pénicilline, suivie de la découverte de bien d'autres antibiotiques et de tous les bénéfices de ces antibiotiques. Le développement de vaccins contre la rougeole, la poliomyélite, la coqueluche et bien d'autres pathologies, les campagnes de vaccination, avec en conséquence, il faut bien le constater, une réduction considérable de la mortalité, et notamment de la mortalité infantile. Mais les succès se sont aussi accompagnés de réalités, à savoir que, en fait, on continuait progressivement à voir l'identification d'infections comme Ebola en 1976, ensuite 1981, Claude l'évoquait, l'identification du sida, suivi, vous le voyez, au cours des années, de bon nombre d'identifications d'autres infections émergentes. J'ai signalé sur cette diapositive le SRAS, bien sûr, à la fin des années 2002, chikungunya, les virus des grippes aviaires, et puis l'an passé, merci Arnold, l'an passé, l'épidémie d'Ebola. Alors, nous ne sommes pas débarrassés, loin de là, des maladies infectieuses, et nous savons que ces maladies infectieuses sont probablement là et toujours là, puisque les principaux facteurs qui sont associés à l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses, certaines sont indiquées sur cette diapositive. Il y a d'une part l'agent infectieux lui-même, avec sa capacité d'adaptation et de modification, l'hôte lui-même de ces agents infectieux, avec une susceptibilité à l'infection qui peut varier, avec les comportements de l'être humain, la démographie, les voyages, et Dieu sait qu'au cours de cette période de mondialisation, les voyages sont extrêmement importants dans la migration des êtres humains et avec eux des agents infectieux, avec bien sûr aussi l'utilisation inadaptée de médicaments. Je pense à la résistance aux antibiotiques, qui est quelque chose en train d'exploser aujourd'hui. L'environnement de l'être humain est à prendre en considération aussi, les changements climatiques, le développement économique, les technologies, le développement de l'industrie, etc. Donc, cette émergence de maladies et cette émergence d'infections, elle est liée à la fois à l'homme, aux agents infectieux et à leur environnement. Alors 81, Claude l'a dit, ça a été les premiers signes d'une épidémie émergente extrêmement alarmante, avec ce premier papier publié dans le journal du CDC, mais en fait par l'équipe de Michael Gottlieb aux États-Unis, qui avait identifié les premiers cas de pneumocystis carini chez les patients, tous homosexuels, 5 patients au départ, atteints tous d'un déficit immunitaire profond. Mais si je vous montre cette diapositive, c'est surtout pour passer plusieurs messages. Le premier message, c'était cette photo du milieu. Le sida, The Gay Plague. Il faut voir combien la presse peut avoir d'impact sur l'évolution d'une épidémie comme celle du sida. Et aujourd'hui encore, on souffre encore de cette vision d'une maladie émergente associée à certaines populations qui restent à souffrir de stigmas et de discrimination, qui est un frein toujours à leur prise en charge. La deuxième raison pour laquelle je vous montre cette diapositive, c'est cette fois-ci sur votre côté droit. Stoppons l'hystérie, nous avons besoin de la recherche. Eh bien, j'en dirai un mot tout à l'heure,
Ebola m'a rappelé ça. Stoppons l'hystérie. Nous avons besoin de la recherche. Là encore, c'est un point important à garder en tête comme leçon par rapport à une épidémie comme le sida. L'autre leçon, c'est la mobilisation. La mobilisation des chercheurs par des épidémiologistes, par des cliniciens. Tu le rappelais très bien, Claude. C'est les cliniciens qui sont venus vers nous à l'Institut Pasteur. La mobilisation des patients eux-mêmes. Si le premier patient n'avait pas accepté, très gentiment, d'avoir cette biopsie ganglionnaire uniquement par la recherche au départ, nous n'aurions pas découvert le virus. C'était une des leçons que je voulais donner sur cette diapositive. L'autre leçon, c'est vrai que Willy est venu avec Françoise Brun-Vézinet et avec Christine Rouziou nous voir à l'Institut Pasteur pour nous poser la question: est-ce que vous pensez qu'un rétrovirus peut être responsable de cette maladie parce qu'il y a ce rétrovirus humain publié en 81 par l'équipe de Bob Gallo qui s'appelait et qui s'appelle toujours HTLV, responsable de leucémie T, parce qu'il y avait un développement technologique, et mon autre message, c'est l'importance des développements des connaissances, des technologies pour pouvoir avancer. Est-ce que vous pensez que ce virus peut être responsable? Et nous, la première réaction, c'était de dire non, nous ne pensons pas, parce que ce que vous nous décrivez, vous, cliniciens de la maladie, ne correspond pas à l'infection par un virus comme HTLV. Néanmoins, l'idée est intéressante, allons-y. Allons-y ensemble, mais avec plusieurs questions. Quel virus? Quand? Où? Comment le rechercher? Et mon deuxième message, et la deuxième leçon, c'est vrai pour le VIH, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres pathologies. N'ayons surtout pas de dogme en tête. Essayons plusieurs hypothèses en fonction, bien sûr, des connaissances et des technologies que nous avons en main. C'est ainsi que ce virus, Claude le rappelait, a été identifié, mais je ne vais pas rester sur cette histoire de la découverte. Ce qui est le plus important, c'est ce qui a suivi derrière. Ce qui a suivi derrière, c'est plus de 30 années de mobilisation des chercheurs, de succès scientifiques internationaux. Je dis souvent, la recherche sur le VIH-Sida, c'est un bel exemple de ce que l'on aime à appeler aujourd'hui la recherche translationnelle. Ça a été une intégration persistante, permanente, de recherche fondamentale avec un objectif d'aller vers le développement et la traduction en outils au bénéfice des patients. Cette diapositive, elle est trop chargée pour que je vous la détaille, mais simplement si vous pouvez voir les couleurs. Le bleu. Le bleu, c'est tout ce qui correspond plus à la recherche fondamentale. Le vert, c'est les développements d'outils. Et puis, le rose, c'est ce qu'est la prévention et les outils de prévention. Et vous voyez qu'après la découverte du virus, la caractérisation de ce virus, ça a été très vite pour avoir la première molécule antirétrovirale montrant une certaine efficacité. Ça a été aussi assez vite pour voir en rose la première démonstration qu'un antirétroviral pouvait être aussi de la prévention, avec la prévention de la transmission de la maman à l'enfant dès 1994. Vous voyez qu'aujourd'hui, si vous regardez la fin de cette diapositive, le bleu réapparaît. Le bleu réapparaît parce que si l'on veut réellement, comme tu le disais, Claude, comme il a été dit tout à l'heure, stopper l'épidémie de VIH-Sida, la réponse viendra de la recherche fondamentale à nouveau. Et donc, on a besoin de continuer selon ce même schéma de recherche translationnelle. Le VIH-Sida, ça a été une autre découverte pour moi, pour beaucoup d'entre nous, au début des années 80, la découverte de ce qui se passait sur d'autres continents. En République centrafricaine, où d'ailleurs nous avons été tous les deux avec Claude, j'ai eu, j'allais dire, la chance de remplacer Luc Montagnier à la réunion
OMS pour définir le sida Afrique en 1985, où j'étais avec Peter Piot, Jonathan Mann et bien d'autres. Et là, pour beaucoup d'entre nous, nous avons réalisé ce qui se passait sur le terrain, ce qui se passait dans les hôpitaux de Bangui, où les malades mouraient du VIH-Sida sans qu'il y ait ne serait-ce que des antalgiques pour les aider à mourir. Et c'est là qu'il y a eu un élan de toute une communauté à se relever les manches, disant c'est pas possible, il est de notre responsabilité, il est aussi de notre devoir d'aller essayer d'aider avec nos collègues en Afrique, d'aider aussi après un peu plus tard pour moi en Asie avec le Vietnam puis le Cambodge. Et moi personnellement, pasteurienne depuis le départ, ça m'a rappelé beaucoup finalement Louis Pasteur et ça n'avait pas été certainement encore intégré dans ma tête lorsque Louis Pasteur disait que la science n'avait pas de frontières et qu'elle était là pour répondre aux besoins de l'humanité. Des efforts absolument splendides au niveau international, car bien sûr la science a apporté des outils, mais ces outils, après, il faut les mettre à disposition y compris des plus pauvres. Et cela, ça a pu être fait grâce aussi à des décisions importantes au niveau international, avec des initiatives en termes de santé publique remarquables. Je veux parler de la décision de mettre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres pathologies infectieuses de la pauvreté dans l'un des 8 objectifs du millénaire des Nations Unies, avec la mise en place de fonds particuliers, bien sûr, la création du Fonds mondial en 2002 pour le sida, la tuberculose et la malaria, avec des initiatives comme celle du président Bush, l'initiative PEPFAR, avec des initiatives originales dont la France d'ailleurs a eu l'idée de créer un fonds à partir d'une taxe sur les billets d'avion pour aider l'accès aux antirétroviraux pour les pays d'Afrique, les pays les plus pauvres, et la création d'United, avec l'initiative aussi du président Clinton qui a aidé justement à la mise en place de ces outils pour les pays les plus pauvres. Ça n'aurait pas été suffisant encore. Ça n'aurait pas été suffisant encore s'il n'y avait pas eu justement l'activisme. Un engagement absolument unique des représentants des patients, de nos collègues et amis activistes pour l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. C'est grâce à eux si le prix des médicaments a diminué, grâce à eux qu'il y a eu aussi des pressions, bien sûr, sur les compagnies pharmaceutiques pour une baisse du prix des antirétroviraux, que la concurrence s'est mise en place avec la production de génériques. Et aujourd'hui encore, ça aussi c'est une leçon. Nous avons besoin de recommencer pour d'autres infections, l'hépatite C, nous avons un traitement aujourd'hui. Un traitement qui est même mieux que celui pour le VIH, puisque celui de l'hépatite C, on peut guérir. Et avec des prix faramineux. Alors là aussi, encore, il faut prendre les mêmes leçons que pour le VIH-Sida, descendre dans la rue, faire des pressions au niveau des gouvernements, faire des pressions au niveau des compagnies pharmaceutiques pour que ces traitements de l'hépatite C, qui peuvent sauver des millions de vies, soient à un prix abordable. Grâce à tous ces efforts, grâce au développement des antirétroviraux et de la combinaison thérapeutique et de la démonstration de son efficacité en 1996, vous voyez sur cette courbe qu'il y a eu une réduction très significative du nombre de décès
de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde, 30% de réduction de décès depuis 2005. Grâce aussi au développement de l'accès aux antirétroviraux, il y a eu 38% de réduction du nombre de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. C'est bien. C'est pas assez, mais c'est bien. De plus, il y a de nombreuses données dans la littérature qui démontrent que le traitement non seulement a un bénéfice individuel pour les personnes qui sont touchées par le VIH, mais aussi un bénéfice collectif avec la première large étude HPTN 052 qui a démontré clairement que si un partenaire est traité par des antirétroviraux très tôt après l'infection, on diminue le risque pour son partenaire séronégatif d'être infecté de 96%. Le traitement, c'est donc aussi la prévention. Et les arguments aujourd'hui se sont développés, si bien qu'aujourd'hui, dans la palette d'outils pour la prévention, nous avons toute une palette d'outils qui peuvent être combinés pour essayer de prévenir l'infection VIH. Au-delà du préservatif, au-delà de l'éducation et de l'information pour changer les comportements, au-delà de tout ce qui est traitement des maladies sexuellement transmissibles, des traitements de l'addiction pour réduire les risques, au-delà du test et des conseils après test, il y a aujourd'hui le développement des antirétroviraux en tant que prévention post-exposition à l'infection, prévention aussi pré-exposition, la PrEP. Et la PrEP est en train, et vous allez sûrement en entendre parler durant l'été. Ça va être un sujet brûlant à la conférence qui va se tenir dans quelques semaines à Vancouver, avec les derniers résultats, notamment d'un essai en France, l'essai Hypergay, qui montre que si des antirétroviraux, le Truvada, est donné à la demande aux homosexuels les plus à risque, eh bien, on peut prévenir chez eux l'infection de 86%. Un autre essai, cette fois-ci anglais, Proud, a des données exactement dans le même sens. La PrEP est donc un outil supplémentaire pour prévenir de l'infection VIH dans certaines populations à haut risque, comme les homosexuels, mais certainement à développer à plus large échelle, et toute une réflexion est déjà engagée, notamment avec l'OMS. Vous voyez sur cet aperçu très bref que tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé car aujourd'hui, notre principal défi, au-delà des défis scientifiques dont je vais parler dans un instant, c'est de tester les patients, les personnes qui sont touchées par l'infection. C'est de les traiter et c'est de les maintenir sous traitement et mettre sous traitement tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, l'on sait que 30 à 50% de personnes qui sont infectées par le VIH ignorent qu'elles le sont et donc transmettent aux autres. Aujourd'hui, l'on sait aussi, et c'est ce que montre cette figure sur la cascade, comme on l'appelle, d'efficacité, que seulement 25 à 60% de personnes qui sont sous traitement sur le long terme sont en succès virologique. Souvent, lorsque je suis face aux étudiants, je leur pose la question, les 25% de succès seulement, c'est où? Ils me répondent tous, en Afrique. Et j'ai le plaisir de leur dire, eh bien non, c'est les États-Unis d'Amérique. Eh oui. Et pourtant, même un pays riche comme les États-Unis d'Amérique a un taux de succès virologique sur le long terme aussi faible
qui s'expliquent par le fait que tout n'est pas gratuit dans la prise en charge, que les personnes les plus touchées sont ce qu'ils appellent les minorités. Nous faisons mieux en France avec 60% de succès virologique. On peut faire encore mieux. Donc il y a effectivement ce défi d'arriver à mieux retenir, parce que ces échecs sont liés à la non-adhérence au traitement sur le long terme. Et puis il reste à traiter la majorité des patients qui ne le sont pas et qui représentent plus de 20 millions des personnes infectées par le VIH. Alors les défis et les priorités du VIH aujourd'hui, c'est bien sûr de prévenir de nouvelles affections, c'est de tester, traiter et retenir ces patients dans les soins. Ce sont pour bon nombre d'entre eux des défis sociétaux, structurels, comportementaux, biomédicaux. On s'aperçoit que malgré tous les efforts, finalement, renforcer les systèmes de santé, ça n'a pas été encore suffisant pour la prévention, les soins et tous les services liés au traitement. Que les investissements internationaux, certes, ont été importants, mais qu'il faut les continuer. Qu'il y a des différences selon les pays, selon la volonté politique. La volonté politique est quelque chose d'absolument critique quand on voit que certains pays, comme les ex-pays de l'URSS, pour ne citer que, aujourd'hui, n'ont aucune volonté de prise en charge de leurs personnes vivant avec le VIH. Et que l'épidémie peut redémarrer avec des personnes malheureusement infectées dans ces régions qui ne sont pas si loin de nous. Besoin dans les pays d'avoir des personnes de qualité pour le leadership et la gouvernance. Souvent, je donne comme exemple celui que j'aime bien, celui du Cambodge que je connais depuis 25 ans, où un seul homme, le professeur Min Chi-woon, avec un dynamisme, une énergie absolument extraordinaire, a réussi à mettre en place un programme SIDA tellement fort dans un pays si pauvre, grâce aux efforts internationaux, toutes les personnes qui sont VIH infectées au Cambodge sont sous traitement aujourd'hui. Donc, le leadership, la gouvernance est important. Les politiques nationales, c'est important. D'intégrer toutes les composantes, c'est important. Enfin, je terminerai par, et je l'ai déjà dit, lutter contre la stigmatisation, la discrimination, ça me tient à cœur, mais c'est un frein immense pour la prise en charge des personnes qui sont infectées par ce virus VIH, pas seulement par le VIH, on l'a vu pour d'autres pathologies récemment. Les défis scientifiques, ils sont là. C'est pas fini. C'est pas fini car nous n'avons toujours pas de vaccin contre le VIH et on a besoin de cet outil en complément des autres. Ça progresse. Beaucoup mieux ces dernières années, je dirais, grâce au développement technologique. Là encore, l'importance des développements technologiques avec l'identification d'anticorps à large spectre, à forte capacité neutralisante qui ont déjà été démontrés comme ayant une capacité à protéger, au moins dans des modèles simiens. HIV Cure, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Avec un investissement depuis maintenant bientôt 5 ans pour essayer de faire accélérer la recherche dans ce domaine, car malheureusement, vous le savez sûrement, sous antirétroviraux, le virus persiste chez les patients. Et si les patients arrêtent leur traitement, eh bien évidemment le virus redémarre et parfois il y a même des résistances au traitement chez ces patients. Alors il nous faut travailler sur les stratégies thérapeutiques pour demain le plus vite possible. Et j'associe d'ailleurs à cette recherche sur les stratégies thérapeutiques de demain une autre de nos priorités. C'est les comorbidités sous antirétroviraux à long terme. Le VIH, c'est certes une infection chronique sous antirétroviraux, mais on sait que l'inflammation reste persistante, même si
elle est réduite sous antirétroviraux, que l'activation des cellules immunes reste là, même si elle a un niveau plus faible sous antirétroviraux, il reste une activation chronique sous antirétroviral. Et ce sont deux gros problèmes de la recherche aujourd'hui sur le VIH et qui sont liés l'un à l'autre. Persistance virale, activation, inflammation. Si on veut avancer vers ces nouvelles stratégies à la fois vaccinales et thérapeutiques du virus du futur, on a besoin d'idées nouvelles. On a besoin de collaboration, une fois de plus, la multidisciplinarité. Elle a fait ses preuves dans le domaine du VIH, il faut la continuer. On a besoin de partenariats publics-privés. On a besoin de collaboration internationale, de continuer les efforts internationaux et de continuer les efforts en termes de financement. Alors pourquoi rechercher ces traitements du virus, du futur, contre l'infection VIH? Pourquoi c'est indispensable? Eh bien, encore aujourd'hui, pour 3 patients qui sont mis sous traitement, il y a 5 nouveaux cas d'infection. Nous sommes face à une crise économique mondiale, vous le savez, les investissements sont de plus en plus limités. Or, si on veut continuer tous les efforts en matière d'accès aux antirétroviraux, il nous faut, vous le voyez sur cette diapositive, des sommes particulièrement importantes. Il faut continuer néanmoins, au moins tant qu'on n'a pas trouvé. Quand on n'a pas trouvé ces traitements du futur. La stigmatisation, discrimination, c'est aussi une raison. Et puis d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, quand je montre cette diapositive, pourquoi il faut les traitements du futur? Demander aux personnes qui vivent avec le VIH elles-mêmes. Quand je les rencontre, c'est ma dernière question à eux. Qu'est-ce que vous attendez de nous, chercheurs? Vous allez bien sous traitement. Vous avez une vie et une expérience de vie quasi normale. Et dans 90% des cas, ils me répondent un traitement qu'on pourrait arrêter. Alors, c'est la raison suffisante pour nous mobiliser, nous chercheurs, pour effectivement répondre à leurs attentes et développer ces traitements de demain qui, d'ailleurs, seront probablement une solution par rapport à cette morbidité qui reste chez les patients sous antirétroviraux et qui devront aussi prévenir la transmission du virus. Qu'est-ce qu'on attend? Guérison égale éradication du virus dans tous les compartiments du corps. Peu de chances d'y arriver avec un virus comme le VIH. Par contre, obtenir une suppression permanente de l'infection en l'absence de traitement, à l'arrêt du traitement sans transmission, c'est-à-dire mettre les patients sous rémission et prévenir en même temps l'infection aux autres, ça, on doit être capable de y arriver. On doit être capable d'y arriver parce qu'on a des exemples. On a des exemples, alors les plus anciens, ce sont nos amis les singes d'Afrique, qui se portent comme un charme alors qu'ils sont porteurs d'un virus très proche du VIH. Et que l'on sait, chez ces singes, que l'absence de développement de maladie est liée au fait qu'ils ont une activation immunitaire atténuée, qu'ils ont une inflammation atténuée, qu'elle apparaît dans la phase aiguë de l'infection, mais qu'elle est rapidement contrôlée. On avance beaucoup, la recherche avance sur ce sujet avec de plus en plus de données qui montrent qu'il n'y a pas de translocation microbienne, pas de destruction de l'intestin chez les singes, qu'il y a des phénomènes de restriction de l'infection de leurs cellules TCD4 mémoire et enfin que la réponse innée chez ces singes est très importante. Et de plus en plus, les données de la littérature nous montrent combien la réponse innée, immédiatement ou rapidement après l'exposition au virus, est importante dans cette infection au VIH. La preuve de concept chez l'homme, c'est le patient de Berlin dont vous avez tous entendu parler, qui a reçu cette transplantation de cellules souches d'un donneur tout à fait particulier présentant la mutation Delta 32.
c'est simplement une preuve de concept. Ça n'est pas réalisable à large échelle. Mais pour l'instant, le patient de Berlin, c'est le seul patient qui semble avoir guéri de l'infection VIH. Nous avons d'autres exemples plus réalistes que de pouvoir reproduire le patient de Berlin, qui jusqu'à présent n'a jamais d'ailleurs pu être reproduit. Ce sont les contrôleurs naturels de l'infection VIH, ces patients qui représentent moins de 0,3% des personnes qui vivent avec le VIH, qui ont une charge virale indétectable, qui ont un très faible niveau de réservoir de virus dans différents compartiments et qui n'ont jamais reçu d'antirétroviraux. Ces personnes, ces contrôleurs naturels, élite contrôleurs, comme on les appelle aux États-Unis, bien on sait qu'ils ont une réponse TCD8+ particulièrement efficace, dirigée notamment contre la protéine GAG, que cette réponse TCD8 particulièrement efficace est liée à un fond génétique particulier, puisqu'ils sont tous HLA-B27 et HLA-B57, et qu'en plus, une proportion d'entre eux un phénomène de restriction à l'infection de leurs cellules TCD4+, et de leurs macrophages. Clairement, des facteurs génétiques sont associés à ce contrôle naturel de l'infection, mais ce facteur génétique est lié à une réponse particulièrement efficace, et bien sûr, les chercheurs en ce moment essayent d'identifier cette réponse efficace au-delà de la réponse TCD8. Je peux vous dire que des résultats récents associent la réponse NK, une fois de plus, la réponse innée au contrôle de l'infection chez ces contrôleurs. Les patients Visconti. Cette petite cohorte de patients que nous avons en France, qui, eux, sont des patients qui ont été infectés par le VIH, ont eu une infection aiguë particulièrement symptomatique, qui ont été consultés. On les a diagnostiqués pendant la phase aiguë avec une infection VIH, immédiatement traitée. Au bout de 3 ans de traitement, ils ont posé la question s'ils pouvaient arrêter parce qu'ils allaient bien, qu'ils avaient une charge virale indétectable. Le médecin leur a dit pourquoi pas, à condition que vous soyez suivis très régulièrement. Ça va faire pour 14 d'entre eux 10 ans qu'ils ont arrêté le traitement et ils vont très bien. Donc, nous apprenons aussi des patients Visconti et il est important d'accélérer la recherche sur ce sujet aujourd'hui. Nous connaissons de mieux en mieux quels sont les réservoirs viraux. Nous savons que c'est les cellules TCD4 centrales et transitionnelles mémoire au repos sont parmi les principaux réservoirs. Nous savons que la prolifération de ces cellules est extrêmement importante dans la latence et la persistance du virus. Nous savons que ces réservoirs viraux sont présents pas seulement au niveau du sang, mais au niveau de nombreux compartiments, à la fois intestin, à la fois compartiment génital, tissu lymphoïde, système nerveux central, etc. Alors, les enjeux scientifiques sont nombreux. Les enjeux, c'est continuer à comprendre les mécanismes de contrôle de cette persistance virale, à la fois au niveau moléculaire, cellulaire et immunologique, développer de nouveaux outils et de nouveaux modèles expérimentaux pour détecter et mesurer ces réservoirs viraux. Nous n'avons pas les bons outils aujourd'hui. Développer et évaluer de nouveaux outils thérapeutiques et de stratégies immunologiques pour obtenir au moins une rémission en absence d'antirétroviraux. Ça progresse depuis 2010. Un certain nombre de traitements ont été essayés, bien sûr de façon séparée pour l'instant. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on a le traitement du futur, nous ne l'avons pas. Mais la stratégie qui a été mise en place est une stratégie qui intègre, et une fois de plus une leçon combien l'intégration est importante, l'intégration et la mobilisation internationale qui intègre à la fois la recherche clinique, la recherche fondamentale, les échanges de données, des plateformes technologiques de haut niveau.
des interactions avec d'autres disciplines, notamment le cancer, car les traitements qui sont à l'étude aujourd'hui sont les mêmes traitements que ceux du cancer, de la coopération et un partenariat public-privé très fort qui se met en place, la participation à nouveau des représentants de patients à cette initiative internationale que nous avons lancée dans le cadre de la Société internationale sur le sida, l'IAS, que j'ai le plaisir de co-présider avec le directeur de Office of AIDS Research aux États-Unis, et puis justement la participation des agences de financement international dans un comité international qui suit de près toute cette recherche pour la coordination et la coopération internationale. Alors vous voyez, le VIH-Sida, depuis 1981, ça a été un bouleversement. Ça a été un bouleversement mondial. Ça a été la première grande épidémie du XXe siècle qui a résulté de l'évolution de notre société, de la mondialisation. Ça a été un prélude à d'autres épidémies, je l'ai dit au début. Et bien sûr, l'année passée, nous avons eu Ebola. Cette ampleur mondiale a eu des conséquences tant sanitaires que sociétales. Une réponse internationale, je crois, sans précédent qu'il faut garder en mémoire pour bien d'autres pathologies. Une transformation aussi de la pratique même de la santé publique et du développement. Là aussi, c'est un bel exemple qu'il faut garder en mémoire pour d'autres pathologies. 2 mots d'Ebola. D'Ebola qui nous est arrivé l'an passé en Afrique de l'Ouest, avec quelques retards sur l'identification de l'épidémie, il faut bien le reconnaître. Mais par contre, une fois identifié, il y a eu une mobilisation là aussi de la communauté internationale dans son ensemble qui s'est sentie concernée et s'est mobilisée. Une fois de plus, la coordination a été importante entre les institutions de recherche et de santé publique, les organisations internationales, les gouvernements, même si ça n'a pas été parfait. S'appuyer sur le réseau associatif, ça a mis du temps. Personnellement, je trouvais que ça me prenait trop de temps. J'avais même contacté un certain nombre de personnes. Et puis ça s'est mis en place avec des associations de personnes vivant avec le VIH en Afrique qui se sont mis, après avoir eu une formation, à passer le message aux populations et à faire de la formation, de l'éducation concernant Ebola. Donc, une fois de plus, cette communauté VIH a pu se mobiliser pour d'autres épidémies comme Ebola. Aujourd'hui, il y a un développement, une validation d'approches vaccinales et thérapeutiques avec des premières études précliniques et cliniques qui sont encourageantes, notamment avec les cocktails d'anticorps neutralisants ou encore avec l'antiviral, le favipiravir. L'épidémie, elle est aujourd'hui en partie contrôlée. La situation en mai 2015, c'est 27 000 cas identifiés, plus de 10 000 décès. La fin de l'épidémie a été déclarée au Libéria, elle est encore là en Guinée. Mais si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que, bien sûr, ces affections et ces maladies infectieuses émergentes, elles restent parmi les 10 principales causes de mort dans le monde. Mais vous voyez aussi sur cette diapositive, qui est peut-être un peu trop chargée pour que vous la voyez très bien, que dans les 10 principales causes de mortalité, le VIH reste présent avec la tuberculose, avec les pathologies respiratoires infectieuses, mais qu'on voit de plus en plus augmenter. Un certain nombre de maladies non transmissibles, y compris bien sûr sur le continent africain, les diabètes, les cancers, qui doivent aussi nous mobiliser. Alors je terminerai là-dessus parce que, je vous le disais il y a un instant, les traitements qui sont envisagés et essayés en ce moment pour essayer d'avoir une rémission dans l'infection VIH, ce sont des traitements à l'origine qui ont été utilisés et qui sont utilisés dans le domaine du cancer. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des mécanismes similaires. L'inflammation est quelque chose de commun dans cette infection VIH
et qui reste présente, je le disais, sous traitement, et que l'on sait que les processus inflammatoires et l'altération aussi des acteurs de l'immunité, c'est quelque chose à prendre en considération dans les cancers, dans les maladies cardiovasculaires, dans toutes les maladies d'un métabolisme altéré et dans les maladies du vieillissement. Alors, peut-être prendre en compte une meilleure connaissance de l'importance et de l'impact du microbiote intestinal, c'est bien sûr tout un sujet en plein développement aujourd'hui, d'autres mécanismes à prendre en considération. Mais pour moi, il est clair aujourd'hui que si on veut répondre aux défis dans le domaine du VIH, mais aussi aux autres défis, il nous faut travailler un petit peu toujours sur le modèle du VIH, mais en ayant dans les mains des technologies que nous n'avions pas autrefois. Et bien sûr, ces nouvelles technologies et de pointe nous permettent d'avoir des approches absolument fabuleuses. Nous sommes à l'ère de la biologie des systèmes, de l'intégration de données massives, de la modélisation mathématique. Et bien sûr, il faut utiliser toutes ces technologies au service de la lutte des maladies émergentes et réémergentes. Je ne peux, on en parlait il y a quelques instants, encourager le continent africain d'avoir en main ces plateformes technologiques qui sont indispensables pour pouvoir avancer tous ensemble contre ces pathologies émergentes de notre siècle. Les leçons du VIH-Sida, pour moi, elles sont simples. Utilisons toutes ces technologies modernes pour avoir une meilleure surveillance épidémiologique des observations cliniques, pour pouvoir détecter, alerter au plus vite, informer, éduquer, communiquer, mettre en place et avoir une prise en charge rapide des communautés touchées par ces infections ou ces maladies. Bien sûr, la recherche fondamentale avec les technologies que je viens d'évoquer reste une composante majeure. C'est à partir d'elle qu'on développera les outils de diagnostic, de prévention, de traitement, qu'on pourra faire une recherche clinique, opérationnelle, qu'on y associera des sciences sociales et humaines qui sont pour moi une composante absolument critique pour mettre en place les outils que délivre la science biologique et fondamentale, mettre en place ensuite tous ces réseaux de soins et communautaires. Tout ceci n'est pas possible si nous travaillons ensemble, les chercheurs, les cliniciens, le personnel soignant, les patients et les représentants de patients, en main dans la main avec les décideurs et les organisations internationales. Ça n'est que comme ça que nous arriverons à prédire, à prévenir et à contrôler les maladies. Nous rentrons maintenant dans le post-millénaire 2015, objectif du millénaire 2015. Nous savons déjà que le VIH-Sida et les maladies de la pauvreté ne seront plus un objectif prioritaire, que l'objectif prioritaire sera la santé globale. La santé globale, ça nous amènera forcément, je l'espère, à travailler encore mieux les uns et les autres, à condition de garder en tête les leçons du VIH-Sida. Car c'est tous ensemble et contre tout ce qui peut s'opposer à la vie que nous arriverons à avoir une vie meilleure pour toutes les populations dans le monde entier. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais, en votre nom à tous, très sincèrement remercier tous nos intervenants, au premier rang d'entre eux le professeur Françoise Barré-Sinoussi, qui, je rappelle, prix Nobel de médecine 2008, et puis le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, M. Omar Fassi-Ferry, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, le professeur Claude Griselli, professeur, qui est le président de l'association Imagine, et puis le professeur Amin El Hassani, qui est le directeur de l'hôpital Cheikh Zayed. Voilà. Je remercie également toutes les personnalités qui sont dans la salle, et puis vous me permettrez de façon plus rapide de vous remercier tous très sincèrement pour votre attention et votre participation. Il faut aussi remercier pour cette initiative M. Mohamed Mounir El Majidi, qui est le président de l'association Cheikh Zayed. Vous le savez, la fondation est porteuse de valeurs d'excellence,
de solidarité. C'est une fondation résolument tournée vers l'avenir, une fondation essentielle pour le royaume et qui lui permet ainsi de rayonner en Afrique. On l'a évoqué avec cet accueil, donc en accueillant des malades d'autres pays, du Sénégal, du Mali, du Niger. Cette générosité touche tout le monde, mais c'est aussi la fondation une façon d'exporter un modèle. On parlait au début de cette conférence des préceptes de ce grand chirurgien Aboul Kassis qui parlait de cette relation entre le malade et ses médecins, de ses valeurs. Et c'est ce qui fait que ici, aujourd'hui, tout naturellement, le Maroc cherche et trouve sa place comme un lieu d'excellence où devait se créer ce Forum africain de la santé, dont cette conférence exceptionnelle marque aujourd'hui l'acte fondateur. Et vous pourrez dire, nous y étions.